Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours sur le premier principe de la thermodynamique, on a vu hier qu'il existait une grandeur appelée énergie interne dont la variation allait permettre de quantifier l'évolution de la température du système sous certaines conditions. Et on a vu que l'énergie d'un système pouvait varier soit sous l'effet d'un échange de travail avec l'extérieur, soit sous l'effet d'un échange d'énergie thermique, c'est-à-dire de chaleur, avec l'extérieur. Donc on va voir finalement comment on peut définir les deux termes d'échange, c'est-à-dire les deux termes qui vont quantifier les échanges d'énergie entre un système et l'extérieur. On va commencer avec la grandeur connue, le travail. Donc le travail, on l'a déjà vu en mécanique, et on a déjà vu la définition d'un travail élémentaire associé à une force qui s'exerce sur un système. On sait que le travail élémentaire associé à une force, c'est cette force multipliée scalairement par le déplacement élémentaire du système au cours de la durée où on évalue le travail. Et donc on a vu que si le travail était positif, on avait un travail moteur, négatif, un travail résistant, c'est-à-dire qui s'oppose au mouvement, et si on avait un travail nul, eh bien la force ne travaille pas. Donc c'est-à-dire que la force ne provoque pas d'échange d'énergie entre le système et l'extérieur. Et donc sur un déplacement fini AB, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On intègre, c'est-à-dire qu'on fait une somme finalement continue de tous les petits travaux nécessaires pour aller de A à B. Donc ça revient, ceci, à dire qu'on intègre de A à B F scalaire DOM. Donc tout ceci, c'est des définitions connues. Et donc je vous invite à vous référer au cours de mécanique pour revoir en détail ceci. Alors, autre type de travail qui va avoir son importance, c'est le travail électrique. Alors, le travail électrique, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, on sait que une puissance, c'est un travail par unité de temps. Ça, c'est par construction des unités. On a ici des watts, ici des joules, et ici des secondes dans le système international. Et donc, en électricité, on sait que la puissance P, c'est aussi le produit de U par I. Alors, là, il faut faire attention à une chose. Donc, la convention qui va nous servir si on veut compter une puissance positive reçue du point de vue du système, c'est la convention récepteur. Et donc en convention récepteur, eh bien, si on a P qui est supérieur à 0, ça signifie que le récepteur reçoit de l'énergie. P inférieur à 0, le récepteur cède de l'énergie à l'extérieur, toujours. Hein. Et si P égale 0, eh bien le récepteur n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Eh bien, on va pouvoir dire que le travail élémentaire, ce sera U fois I fois dt. Or, on sait que l'intensité I, c'est dQ sur dt. Vous voyez, en mélangeant la définition de la puissance et son lien avec le travail et de la puissance électrique, avec la définition de l'intensité, eh bien, on va arriver au résultat que le travail électrique élémentaire reçu, eh bien, ce sera U fois dQ. Et donc là, ça devient très intéressant, par exemple, pour un condensateur. Dans la mesure où pour un condensateur, eh bien, on sait que U, c'est Q sur C. Donc on obtiendrait ceci. Bon, les approches énergétiques
des dipôles électriques ont déjà été vus dans les chapitres d'électricité, donc je vous invite aussi à faire un petit retour là-dessus pour vous rafraîchir la mémoire. Et donc, pour finir, un travail qui là va être entre guillemets nouveau, c'est le travail des forces de pression. Alors pourquoi est-ce que ce travail va être nouveau? Parce que pour l'instant, dans les travaux mécaniques, on a juste considéré des travaux qui allaient faire bouger le centre de masse d'un système, ou alors qui allaient faire tourner un système autour d'un axe. Ici, c'est un petit peu différent. On peut considérer des systèmes qui sont des gaz, dans des enceintes fermées par des pistons, et donc le travail des forces de pression va avoir un impact plus fort, parce qu'on va pouvoir considérer des travaux qui vont faire varier le volume du système de manière globale. Et donc ici, eh bien, le travail élémentaire des forces de pression, eh bien, on va l'exprimer sous la forme moins la pression extérieure du système fois d de V. Alors là, j'annonce la formule, on va la démontrer tout de suite après. Là, ce qu'on va constater, très simplement, c'est que Pxt est toujours supérieur à 0. Donc Pxt, c'est la pression en pascal. d de V, c'est la variation élémentaire de volume en mètres cubes du système. Et donc ici, le travail élémentaire des forces de pression est exprimé en joules. Donc on arrive à l'idée que 1 joule, c'est 1 pascal fois 1 mètre cube. On se rappelle de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Une pression fois un volume donne une énergie. Et donc ici, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait que si la variation de volume est positive, le travail des forces de pression sera négatif. Donc qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là? d de V supérieur à 0, ça signifie que le volume augmente, et donc on observe une détente. Et lorsqu'on observe une détente, eh bien on constate que le travail est inférieur à 0. C'est-à-dire que le système fournit du travail à l'extérieur. C'est relativement logique. En effet, si le volume augmente, ça veut dire que le système a poussé sur l'extérieur. Et si le système a poussé sur l'extérieur, il lui a fourni de l'énergie. Si d de V est inférieur à 0, le travail élémentaire des forces de pression devient positif, le volume diminue, on a affaire à une compression. Et dans ce cas-là, eh bien le système a reçu un travail depuis l'extérieur. Alors là aussi, c'est relativement logique, en effet. Si le volume est en train de décroître, c'est que l'extérieur a poussé sur le système pour le forcer à se comprimer. Et donc ici, eh bien, si l'extérieur a poussé sur le système, l'extérieur a fourni de l'énergie au système. Alors, on va démontrer le résultat lié au travail élémentaire des forces de pression. Alors ici, on va considérer un système assez simple, enfin démontrer, mettre en évidence, on va dire. On va considérer un gaz enfermé dans un cylindre de section S par un piston. Et donc le piston va être mobile. Alors, quel type de schéma est-ce que ça va me donner? Donc je représente le cylindre. Le piston. Donc le piston a évidemment la même section que donc le piston a la même section que le cylindre, et donc le gaz est enfermé dans cette zone. Ensuite, je vais me doter d'un axe, des X, qui va me permettre de repérer le déplacement du piston. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire derrière?
eh bien, je vais simplement faire un bilan des forces qui s'exercent sur le gaz. Donc ici, ce que je vais considérer, c'est que la force de pression extérieure, donc exercée par l'extérieur sur le système, eh bien, ce sera la pression extérieure fois la surface sur EX. Logique, la force de pression extérieure est toujours en train d'appuyer sur le système, donc sur le gaz contenu ici, dans l'enceinte. Alors, ensuite, je vais travailler sur le travail, enfin je vais travailler sur le travail, oui. Je vais établir l'expression du travail de cette force élémentaire, de cette travail élémentaire de cette force, et le travail élémentaire de la force de pression extérieure, eh bien ça va être le travail exercé sur le piston. Donc en gros l'idée c'est que le travail va être fourni au piston qui va lui-même comprimer le gaz. Et donc là qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que on aura Px fois S fois EX scalaire DOM. Alors DOM, le déplacement élémentaire du piston, eh bien on sait que si le piston peut bouger uniquement sur l'axe des X, DOM ce sera DX EX. Alors, derrière on peut exprimer la variation de volume élémentaire. On sait que D de V, ça va être, alors là on fait bien attention, la surface du cylindre fois le déplacement dx. Ensuite, si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, on constate que si dx est positif, le volume diminue. Donc on attribue un signe moins à la variation de volume élémentaire. Donc on sait que si le volume augmente, dx est négatif. Si le volume diminue, dx est positif. Et donc ici, on voit que le travail des forces de pression extérieure exercées sur le piston, eh bien ça va être le travail fourni au gaz qui est contenu dans l'enceinte délimitée par le piston. Et donc on va obtenir que le travail élémentaire des forces de pression extérieure, eh bien ce sera simplement Px fois S fois dx, qui vaudra moins la pression extérieure, fois d de V. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une démonstration au sens strict, mais c'est une mise en évidence de cette formule. Et donc, il faut bien retenir le résultat ci-dessus, le fait que le travail des forces de pression extérieures, on ne considère pas évidemment le fait que le gaz appuie sur l'enceinte qu'il délimite, parce que ça, c'est une force exercée par le gaz sur l'extérieur. De la même manière qu'en mécanique, on ne considère jamais les forces exercées par le système sur l'extérieur, mais les forces exercées par l'extérieur sur le système. Donc là, la notion de système est quelque chose de très important, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Alors, ensuite, pour calculer le travail des forces de pression, eh bien ici, ça va être relativement simple. Le travail des forces de pression extérieure sur un déplacement fini, eh bien ça va être moins l'intégrale du volume initial au volume final de la pression extérieure fois d de V. Donc le calcul de cette intégrale nous donnera, quoi qu'il arrive, l'expression du travail des forces de pression au cours d'une transformation. Donc ici, on sait déjà une chose. Si la transformation est isochore, c'est-à-dire que VI vaut VF, eh bien, le travail des forces de pression extérieure sera nul.
Alors maintenant, on va essayer de voir quelques cas particuliers de transformation qui vont donner des calculs d'intégrale relativement simples. Alors, la transformation monobar ici, ça va être entre guillemets facile, parce qu'on sait que px c'est une constante. Si px est une constante, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la sortir de l'intégrale. Et donc à ce moment-là, sur une transformation finie, eh bien on va pouvoir écrire que le travail des forces de pression extérieure, c'est moins px qui est sorti de l'intégrale fois l'intégrale de VI à VF de D de V, d'où on déduit que le travail des forces de pression extérieure, c'est simplement moins Px fois Vf moins Vi. Alors, si la transformation est isobare, là ça va être encore plus rapide entre guillemets, on sait que Px, la pression extérieure, vaut la pression du système. Alors ça n'est pas forcément vérifié dans une transformation monobar. Et donc là on aura Px égale P égale constante. Et donc à ce moment-là, le travail des forces de pression extérieure, en suivant la même logique que précédemment, et en remplaçant Px par la pression du système, eh bien ce sera moins P, Vf, moins Vi. Donc retenez bien ici que isobar, c'est la pression du système qui est fixée, alors que monobar, c'est la pression extérieure qui est fixe. Alors, cas suivant que l'on va traiter, transformation isocore. La transformation isocore, ça veut dire que d de v égale 0. Donc à ce moment-là, c'est très simplement le travail des forces de pression extérieure vaut 0. S'il n'y a pas de variation de volume, les forces de pression extérieure ne travaillent pas. En gros, il faut imaginer, si on a un piston qui délimite le système, si le volume ne varie pas, ça veut dire que globalement, le piston est revenu à sa position de départ. Donc globalement, il n'y a pas eu de travail du piston sur le système. Et si on a une transformation mécaniquement réversible, alors ça c'est quelque chose d'assez subtil, à ce moment-là, on va avoir la pression extérieure qui vaut la pression du système. Alors transformation mécaniquement réversible, ça veut dire qu'elle est suffisamment lente pour que la pression extérieure soit à tout instant égale à la pression interne du système. Donc on a équilibre des pressions entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc entre l'extérieur et le système finalement. Donc ça implique une certaine lenteur de transformation. Et à ce moment-là, eh bien, le travail des forces de pression extérieure, ça devient moins l'intégrale de P d de V, et non plus Px. Et donc là, il faut faire très attention à cette subtilité-là, elle a son importance. Px égale P. Et ici, donc, on remplace Px par P aussi. Alors l'avantage que présente cette formule, c'est que parfois, eh bien, Px, on ne peut pas l'exprimer. Et par contre, P, pression du système, peut être exprimé avec la loi des gaz parfaits. Ou toute autre loi d'ailleurs qui va être relative à la pression du système. Donc une fois qu'on a établi ces principes généraux, eh bien on va commencer à étudier des cas particuliers. Voilà. On va commencer par, très rapidement, l'étude d'une transformation monobar, et on va calculer le travail des forces de pression au cours d'une compression en fonction de PF, PI, etc. Alors ici, le système que l'on va étudier, donc ça va être un gaz parfait contenu dans un cylindre. Donc on sait que le système va être fermé.
La transformation, donc ici on nous dit transformation monobar, donc on impose brutalement une pression PF sur le piston qui fait varier le volume de gaz de VI à VF. Donc si la pression PF est plus forte que PI, eh bien on aura une diminution du volume du gaz. Donc ici, la transformation, on sait une chose, c'est qu'elle va être monobar. Alors, monobar, ça veut dire qu'on connaît la pression extérieure. On appuie brutalement sur le piston. On ne connaît pas, a priori, la pression à l'intérieur, à part à l'état final. Voilà, Px constante qui vaut Pf. Donc à l'état initial, on va avoir une pression Pi, une quantité de matière Ni, un volume Vi, une température Ti. À l'état final, on aura Pf, Ni égale Nf, donc on aura la même quantité de matière, hein. Vf, et a priori Tf qui peut être différente de Ti. Alors ici, comme on ne s'intéresse pas complètement à la transformation, on devrait pouvoir se débrouiller. Le travail des forces de pression, donc là les considérations sur les températures, hein, on peut les laisser entre parenthèses vu ce qui est posé dans l'énoncé. Donc le travail des forces de pression que je vais déterminer ici, je vais avoir donc le travail élémentaire des forces de pression qui vaudra moins Px dV. Et comme je sais que la transformation est monobar, eh bien je peux écrire ici moins Pf dV directement. Donc le travail sur la transformation, eh bien ça vaudra la pression finale. Et quand j'intègre moins dV de VI à VF, je vais obtenir PF VI, moins VF ici. Donc qu'est-ce que je constate directement? Eh bien je constate que si VI est supérieur à VF, j'ai W qui est supérieur à 0, ce qui signifie que j'ai eu une compression. Donc si j'ai une diminution de volume, le travail est supérieur à 0. Si VI est inférieur à VF, c'est-à-dire que j'ai exercé une pression qui est inférieure à la pression initiale, et bien à ce moment-là, le travail devient négatif. J'ai affaire à une détente, autrement dit une augmentation de volume. Et donc je constate que lorsque j'ai une augmentation de volume, eh bien le système fournit un travail à l'extérieur. Lorsque j'ai une diminution de volume, une compression, le système reçoit un travail de l'extérieur. Donc ça, c'est un principe complètement général. Alors, exemple suivant. L'exemple suivant va nous parler de transformation isotherme mécaniquement réversible. Alors ici, on commence à faire varier lentement le volume du gaz de VI à VF, de telle sorte qu'à tout instant, l'équilibre thermique avec l'atmosphère, à température T0, et l'équilibre mécanique soient vérifiés. Donc là, en fait, il faut imaginer donc qu'au fur et à mesure, j'appuie sur le piston, mais très très lentement, si bien que la pression augmente progressivement de PI à PF, le volume diminue progressivement de VI à VF, et là, je vais suffisamment lentement pour que la température soit la même à tout instant. Donc ici, le système que je vais considérer, encore une fois, hein, c'est un système constitué de gaz parfait, fermé. Et donc, je vais avoir une quantité de matière N qui va rester constante. La transformation.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'à l'état initial, j'ai la pression PI, la quantité de matière N, le volume VI, la température T0. À l'état final, j'ai la pression PF, donc la pression évolue entre les deux, la quantité de matière N, le volume VF, la température T0. Donc la transformation, ce sera une transformation isotherme à T0, car suffisamment lente pour pour laisser le temps aux échanges thermiques de se faire, et donc pour laisser le temps à la température de se stabiliser à la température extérieure. Et je vais aussi avoir une transformation mécaniquement réversible, ce qui va signifier que Pxt vaut la pression du système. Alors, ici, donc si je veux calculer le travail des forces de pression, eh bien, je vais essayer de calculer donc l'intégrale des travaux élémentaires sur l'ensemble de la transformation. Donc ici, je sais que j'ai moins P dV. Le problème, c'est que P, ici, évolue au cours de la transformation. Donc pour calculer l'intégrale, il faut que je connaisse la dépendance de P vis-à-vis de V, la variable qui m'intéresse. Heureusement, ici, je dispose de la loi des gaz parfaits. Donc je sais que P fois V vaut NR fois T0. Ceci est un terme constant. Donc j'en déduis que P, ce sera NR fois T0, une constante, sur le volume. Et donc le travail que je cherche à déterminer, alors je vais le noter W parce que ici je n'ai pas d'ambiguïté, ce sera l'intégrale du volume initial au volume final de moins P dV, donc moins NRT0 sur V dV. dV sur V, eh bien ça je sais l'intégrer. Je vais l'intégrer grâce à j'identifie ici quelque chose qui va me donner un logarithme lorsque je vais chercher la primitive. Donc, finalement, j'obtiens nRT0 que je sors de l'intégrale. Tout ce terme-là est constant, parce qu'on a dit que n était constante et que T0 était constante. nRT0 fois moins ln de V entre VI et VF. Donc je vais obtenir W qui vaut nRT0. Alors ça tombe bien, nRT0, on sait que c'est des joules Kelvin, mol, Kelvin moins 1, mol moins 1 fois des Kelvin fois des mol, donc des joules, dans le système international, fois ln de VI sur VF. Donc ici, j'ai trouvé le travail des forces de pression dans le cas où j'avais une transformation isotherme mécaniquement réversible. Donc l'hypothèse ici me donne, grâce à la loi des gaz parfaits, cette égalité et me permet de calculer l'intégrale. Donc si on commente le résultat, on voit que si VI est supérieur à VF, j'ai W qui va être à ce moment-là supérieur à 0. Donc j'ai affaire à une compression qui nécessite que l'extérieur fournisse un travail au système. Autrement dit, du point de vue du système, le travail est positif, il a été reçu. Si vous avez un doute, pensez à l'image du compte en banque. Dites-vous que si vous recevez une somme positive, vous avez plus de sous sur votre compte en banque à la fin de l'opération. Le système se comporte comme votre compte en banque. Et à l'inverse, si VF est supérieur à VI, eh bien j'ai W qui va être inférieur à 0 et j'ai affaire à une détente. Donc là, on a vu un deuxième cas de calcul de travail. On va voir maintenant un troisième cas
avec une transformation qu'on va appeler polytropique. Alors ça, c'est un cas un peu particulier, polytropique mécaniquement réversible. Une transformation polytropique va être vérifiée quand le produit P fois V à la puissance K vaut une constante. Donc ici, le système que je vais étudier, c'est un gaz parfait en système fermé. Et donc je vais avoir une quantité de matière N qui va rester constante. La transformation, donc on a dit qu'elle était mécaniquement réversible. Donc là, mécaniquement réversible, P ext vaut P. Et polytropique, donc PV puissance K égale une constante. Alors, à l'état initial, donc je vais avoir la pression PI, le volume VI, la quantité de matière N. À l'état final, je vais avoir la pression PF, le volume VF, et la même quantité de matière N. Alors, la loi polytropique ici me dit que PV puissance K vaut une constante. Donc ici, je peux dire par exemple que c'est PI VI puissance K, ou PF VF puissance K. Parce que cette loi est vérifiée à n'importe quel instant. Ensuite, si je m'intéresse au travail des forces de pression extérieures, eh bien, je vais arriver au résultat, donc que le travail élémentaire vaudra moins P d de V. Alors ça vient du fait que la transformation est mécaniquement réversible. Et donc l'intégrale que je vais chercher à calculer pour le travail, ce sera moins l'intégrale de PD de V de VI à VF. Alors là, c'est un petit peu embêtant, pareil, j'ai P ici, qui est une fonction de V. Et donc pour m'en sortir, eh bien je sais que P fois V puissance K vaut une constante. Donc P, je sais que c'est la constante qui m'intéresse sur V à la puissance K. Donc vous voyez, la loi polytropique ici va m'imposer une relation entre P et V. Et donc ici, W, eh bien je sais que ça va être moins l'intégrale de VI à VF. Donc vous voyez, à chaque fois, je travaille avec la variable naturelle V, de C d de V sur V puissance K. Alors ici, j'ai l'hypothèse K supérieur à 1, vous comprenez bien pourquoi, pour pouvoir travailler de manière générale sur une primitive donnée. Alors, ici donc, je dois intégrer finalement 1 sur V puissance K. Alors, intégrer 1 sur V puissance K, ça revient à avoir W, qui vaut moins C qui est sorti de l'intégrale. V puissance K, ça fait V puissance 1 moins K sur 1 moins K, intégré de VI à VF. Donc si j'inverse les deux bornes, je peux changer le signe ici. Donc, là je vais continuer un petit peu le calcul. Je vais avoir plus C, facteur de VI 1 moins K sur 1 moins K qui va venir en facteur ici, moins VF puissance 1 moins K. Alors, ceci, eh bien je vais pouvoir le simplifier en distribuant C.
C, je sais que c'est PIVI puissance K ou PFVF puissance K. Donc W, je vais pouvoir l'écrire sous la forme. Alors C fois VI puissance 1 moins K, ça fait PIVI puissance K fois VI puissance 1 moins K. Donc il va me rester K plus 1 moins K, donc il va me rester PIVI moins PFVF sur 1 moins K. Alors, au niveau analyse dimensionnelle, je sais qu'ici j'ai une énergie, W en joules. Ça tombe bien, ici j'ai un produit de Pascal fois des mètres cubes. Or, on a vu précédemment qu'un produit pression fois volume me donnait eh bien, une énergie. Autre manière d'exprimer ceci, je sais que PIVI, avec la loi des gaz parfaits, je sais que c'est NR fois TI. PFVF, je sais que c'est NR fois TF. Donc là, vous voyez, je peux rajouter ici TI et TF a priori différentes. Et donc là, qu'est-ce que je vais obtenir? En factorisant par NR, je vais obtenir NR sur 1 moins K fois TI moins TF. Donc là, on a une expression alternative du travail avec là encore une énergie, N fois R fois une température. Donc là, très rapidement, eh bien, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que si K est supérieur à 1, donc ça c'est une hypothèse que j'ai choisie ici, si K est supérieur à 1, on verra un petit peu plus tard pourquoi K supérieur à 1 est souvent un cas intéressant à étudier. Et bien à ce moment-là, avec K supérieur à 1, je vais obtenir que si TI est supérieur à TF, eh bien W est inférieur à 0, et si TI est inférieur à TF, W sera supérieur à 0. Alors, ça c'est la première remarque qu'on pouvait faire. Si K égale 1, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a PV égale constante. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? PV égale constante, ça signifie qu'on a affaire à une transformation isotherme. Alors, si K vaut 1, est-ce que cette formule-là marche encore? Non. La recherche de primitive ici donnerait dV sur V et donnerait un logarithme. Donc on retomberait sur le cas précédent. Donc là, il faut faire attention que ce calcul de primitive n'est valable que si K est supérieur strict à 1. Alors, là, on a vu donc différentes manières de calculer le travail des forces de pression. Donc, dans les exercices, très souvent, si on vous demande de calculer le travail échangé entre un système et l'extérieur et qu'on fait référence aux forces de pression, il faudra se ramener à un de ces cas d'école-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix ici de mettre, on peut dire, un bout d'exercice dans le cours directement. C'est-à-dire que dans les exercices, vous allez croiser souvent un de ces trois cas d'école qu'il faut savoir faire donc parfaitement. Donc ce ne sera jamais un exercice complet, mais c'est-à-dire que l'exercice complet va mettre en jeu plus de notions, mais ça ce sera une brique de construction de la solution complète. Alors, ensuite, si on va un petit peu plus loin sur le travail des forces de pression, on peut essayer d'interpréter graphiquement ceci. Alors, on sait que le travail des forces de pression, d'accord, c'est moins l'intégrale de VI à VF de Px dV. Et si on a une transformation mécaniquement réversible, on obtient moins l'intégrale de VI à VF de P dV. Et ça, qu'est-ce que c'est comment on interprète ceci? Si on représente le graphe P égale F de V, eh bien on va interpréter l'intégrale qui est là comme l'aire
sous la courbe, ou plus exactement l'opposé de l'air sous la courbe, représentatif de P en fonction de V. Donc là, on revient à la définition, on peut dire, géométrique de l'intégrale. Donc finalement, on va obtenir que moins l'air sous la courbe vaut le travail des forces de pression extérieures. Alors, ici, on va travailler sur deux cas d'école pour essayer de bien situer ce qui se passe. On va étudier une détente et une compression. Alors, une détente, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que VF est supérieur à VI. Et donc, on va prendre un cas d'école où on part d'un certain volume initial pour arriver à un certain volume final, et où la pression suit une certaine évolution pour aller de l'un à l'autre. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'identifie? Eh bien, ici, j'identifie l'air sous la courbe. L'air sous la courbe compté positivement, car j'ai un déplacement de gauche à droite ici. Et on sait que l'intégrale, c'est la somme de toutes les petites aires situées sous la courbe lorsque le volume varie de VI à VF. En effet, on sait que P d de V, eh bien, ça va être simplement la pression localement ici, fois la petite variation d de V qui est là. Voilà, là on a l'air sous la courbe, l'air élémentaire, que l'on va pouvoir additionner à sa voisine, puis encore à sa voisine, et ainsi de suite, pour arriver à l'air global sous la courbe. Et donc si l'air ici est supérieur à 0, eh bien ça signifie que le travail des forces de pression extérieure, qui vaut l'opposé de l'air, est négatif. Et donc ça signifie, ici, sans ambiguïté, que lors d'une détente, le travail est fourni à l'extérieur. Donc vous voyez, le signe moins qui était présent depuis le début ici a un impact énorme sur l'interprétation physique à la fin. Et donc si on étudie une compression, donc là on représente P en fonction de V aussi. Donc une compression, ça signifie que le volume VI est supérieur au volume final, VF. Et donc là, vous voyez ce qui va se passer. Bien évidemment, l'air sous la courbe va être compté négativement à cause du sens de déplacement. Et donc si l'air sous la courbe est compté négativement, le travail des forces de pression extérieures, qui vaut moins A, sera compté positivement. Et donc ici, on va avoir un travail reçu depuis l'extérieur. Donc, les compressions nécessitent que l'extérieur donne de l'énergie au système pour faire diminuer son volume. Les détentes nécessitent que l'extérieur soit bousculé par le système et donc reçoive de l'énergie depuis le système. Alors ça c'est valable donc pour les transformations d'un volume VI à un volume VF. Alors maintenant on va regarder un cas un petit peu particulier quand on a des transformations cycliques. Alors transformation cyclique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que l'état initial et l'état final sont identiques. Donc, même
pression, température, volume. Alors, donc les transformations cycliques, on peut les envisager dans deux sens. On prend un point, on revient au même point. Soit on a un sens de parcours qui va être un sens horaire, soit on a un sens de parcours qui va être trigonométrique. Pour partir d'un état et revenir au même état. Alors, on va essayer maintenant de commenter le signe du travail pour chacun des cycles. Alors déjà, on voit une chose, on voit que si le cycle a une aire nulle, eh bien le travail sur le cycle est nul aussi. Donc ça veut dire que, en gros, il n'y a pas eu de travail des forces de pression lors du parcours du cycle. Donc là, deux possibilités. Soit il n'y a jamais de travail, soit il y a à un moment donné une détente, à un moment donné une compression, et l'ensemble des deux nous donne un travail globalement nul. Alors, si on a un sens de parcours horaire, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on va regarder attentivement. Donc, ce que sens horaire signifie. Donc, on va imaginer ici que le cycle se décompose en deux sous-transformations, celle-ci et celle-ci. L'aller et le retour, on peut dire. Et donc là, qu'est-ce qu'on va constater? Je vais peut-être même prendre des couleurs différentes pour que vous voyez mieux ce qui va se passer. Alors, voilà, je dessine l'aller en rouge. Et donc là, je sais que sur l'aller, je vais avoir une R en rouge positive. Sur le retour, je vais avoir une R violette comptée négativement. Et je sais que l'aire du cycle, eh bien ça va être ce qui me reste, que je hachure ici en vert, eh bien ça va être l'aire en rouge comptée positivement, plus l'aire violette comptée négativement. Et donc là je vois que le résidu, ce qui me reste, est supérieur à 0. À ce moment-là, ça signifie que si l'aire du cycle est supérieur à 0, le travail est inférieur à 0. Le travail inférieur à 0, ça signifie que, globalement, au cours du cycle, le système a fourni un travail à l'extérieur. Et ceci est signe d'un cycle qu'on va appeler moteur. Un moteur est là pour fournir un travail à l'extérieur. Si, à l'inverse, j'ai un sens de parcours trigonométrique, eh bien à ce moment-là, quand je représente la pression en fonction du volume, je vais donc partir d'un point de départ, je vais avoir un aller qui va se dérouler par exemple comme ceci. Bon là je trace des cycles qui ne sont pas très réalistes, mais c'est pour illustrer le propos. Et un retour qui va avoir lieu ici. Eh bien ce que je vois, c'est que l'air compté négativement, sous la courbe, associé au retour, va être supérieur à l'air compté positivement, sous la courbe de l'aller. Et donc l'air du cycle, que j'identifie ici, donc qui vaudra toujours A1
plus A2, eh bien, va être ici négative. Le résidu qui reste ici, délimité par les deux courbes, va me donner une aire négative, donc un travail positif. Donc le travail ici sera reçu depuis l'extérieur. Donc j'aurai un cycle récepteur. Donc pour l'instant, les transformations cycliques ne seront pas forcément beaucoup étudiées, mais on reverra dans un chapitre un petit peu plus lointain que c'est quelque chose de très important en thermodynamique. Donc je me suis permis de vous en parler dès maintenant. Donc une chose à retenir, malgré tout, c'est que la valeur absolue du travail sur le cycle, c'est la valeur absolue de l'aire du cycle. Voilà, si on veut travailler numériquement. Donc là, on a un moyen presque graphique de déterminer le travail sur une transformation d'eau. Alors, on a ensuite un cas particulier que l'on va étudier, c'est le cas d'un fluide en écoulement. Alors ça vous servira surtout en deuxième année. Et on va essayer d'étudier le travail des forces de pression sur un volume fermé de fluide qui va s'écouler d'un point à un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va reprendre la couleur noire, représenter un système un petit peu particulier. Alors, hop. Donc ça, en première écoute ou lecture, on peut dire, ce point-là peut être oublié, d'accord? C'est un point technique qui permet déjà de défricher le programme de deuxième année. Donc bon, c'est déjà bien de l'avoir vu. Plus on l'a vu, mieux on se porte en étudiant ce type de système. Et donc ici, on va avoir un fluide qui s'écoule de l'amont à l'aval, on peut dire, d'un obstacle situé entre l'amont et l'aval. Donc, ce qu'on va dire, c'est que très en amont, on va avoir une pression P1 qui règne, très en aval, une pression P2 qui règne. Alors là, l'obstacle, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une turbine, des pales d'éoliennes, enfin, plein de choses. Ça peut être aussi simplement une membrane poreuse. Enfin, ici, les applications sont multiples. On va simplement étudier un fluide qui est en écoulement dans une conduite. Alors, le système que l'on va considérer, ce sera le fluide dans la conduite. Alors, ce fluide, eh bien, il va se déplacer. Donc, initialement, il sera compris entre A1 et A2. Et à l'état final, il se sera écoulé. Donc, il sera entre B1 et B2. Alors, ici donc, vous voyez, j'ai défini le sens de l'écoulement. Alors, ici, on va essayer maintenant d'estimer le travail des forces de pression. Donc, au cours de la transformation, et alors ici, oui, j'ai oublié de préciser, donc on a affaire à un système fermé. Alors, on va se placer en régime permanent, si bien que tout le fluide contenu entre B1 et A2 reste toujours dans le même état. Hop, je n'ai pas la place ici.
donc le fluide entre B1 et A2, reste stable. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir que le fluide en amont de A1 va pousser sur le système qu'on est en train d'étudier. Le fluide qui est en aval va empêcher notre système d'avancer. Donc le fluide en amont pousse sur le système. Le fluide en aval s'oppose à l'avancée du système. Donc ça, c'est important de bien comprendre ceci. Alors, maintenant, on va calculer les travaux des forces de pression en se disant que finalement, eh bien, le travail à gauche va être lié à la variation de volume du système à gauche. Alors, au niveau des travaux des forces de pression, donc en amont, on va avoir le volume de gaz qui va passer, on va dire de ici V1 plus V'1 à V1. Et donc je vais avoir ici une transformation qui va être une transformation monobar, la pression extérieure reste constante. Alors, hop, ici. Ouais, je vais changer de notation, j'ai fait un peu une petite bêtise. Le prime, je vais plutôt le mettre ici pour respecter les notations du poly. Alors, hop. Donc je vais avoir V1 ici, hop. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire? Le travail élémentaire de la force de pression en amont, ce sera moins Px d de V, donc ici, moins P1, la pression en amont, d de V1, la variation de volume en amont. Lorsque j'intègre ceci, le travail des forces de pression en amont, eh bien je vais intégrer moins P1 d de V1 de V1 plus V'1 à V'1 tout seul. Le volume a diminué. Donc je vais obtenir P1 V1 supérieur à 0. Logique, le système a subi une compression en amont. En aval, qu'est-ce qui va se passer? À l'état initial, le système occupe V'2. À l'état final, V'2 plus V2. Alors ici, évidemment, les pressions pouvant être différentes, les volumes peuvent aussi être différents. Et donc on va avoir le travail élémentaire des forces de pression en 2, qui vaudra moins la pression extérieure sur ce sous-système-là, donc c'est Px1, Px2, d de V, qui vaudra moins P2, d de V2. Vous voyez, moins P1, d de V1, moins P2, d de V2. Et donc, le travail des forces de pression en aval, eh bien, ça me donnera moins l'intégrale de P2, la pression extérieure, pour que le volume parte de V'2 et arrive à V'2 plus V2.
Et donc là, je vais obtenir moins P2 fois V2, inférieur à 0. Donc j'aurai une détente. Donc là, vous voyez l'idée. Le gaz situé en amont du système comprime le système en amont de l'obstacle. Donc le travail reçu par la partie amont du système est positif, donc c'est le travail. Et pour la partie en aval, le système est en train de s'étendre, c'est-à-dire que le volume de fluide en aval augmente au cours du temps. Donc cette partie-là de fluide est obligée de pousser sur l'extérieur pour gagner de la place. Donc on a affaire à une détente, un travail négatif. Donc ça, c'est des résultats qui vous seront utiles plus tard, mais que je vous montre dès maintenant, pour que vous ayez le temps, entre guillemets, de digérer ceci. Donc le fait que le travail, alors on fait un bilan, je vais le faire à ce niveau-là, un petit bilan. Donc le travail élémentaire des forces de pression sur le système en écoulement, c'est moins P1 dV1 moins P2 dV2. Et donc sur une transformation finie, eh bien j'arrive à P1V1, avec V1 la variation de volume du système en amont, moins P2V2, avec V2 la variation de volume du système en aval. Et donc ça c'est relativement logique. Ici j'ai un terme positif car le fluide situé en amont a été comprimé. Ici j'ai quelque chose de négatif car le fluide situé en aval a subi une détente. Et donc vous voyez là ce que j'ai fait, j'ai jonglé entre différents systèmes. J'ai jonglé au départ entre un système global fermé, constitué d'un volume de fluide dans la conduite, qui passe de A1, A2 à B1, B2, au niveau des surfaces de délimitation. Et puis à un moment donné, pour calculer le travail, je me suis contenté de regarder le fluide en amont, qui voit son volume varier de V1 plus V'1 à V'1 tout seul, donc le fluide en amont qui s'est fait comprimer, et le fluide en aval qui lui a subi une détente, avec un volume qui passe de V'2 à V'2 plus V2. Alors, donc là, ça c'est les premiers termes d'échange que vous allez croiser, les travaux. Et donc vous voyez qu'il y a énormément de formules qui permettent de calculer les travaux en fonction des contextes. Et donc il faut essayer, au début de chaque exercice, de bien identifier les hypothèses liées à la nature d'une transformation pour calculer le travail de manière correcte. Donc le travail que l'on a à faire en thermodynamique, le premier travail, c'est de bien identifier les hypothèses qui vont permettre de se placer dans un cadre spécifique lorsqu'on étudie une transformation. Deuxième possibilité d'échange d'énergie entre un système et l'extérieur, c'est la chaleur Q. Donc là, on a trois types. Alors Q, pourquoi? Pour Quantity of Heat. Enfin, en tout cas, c'est l'explication la plus heat. C'est l'explication la plus plausible que j'ai trouvée. Ce qui fait un parallèle avec W pour work, le travail. Ok. Donc ici, trois types de transferts thermiques possibles. On va avoir, dans tous les cas, des transferts d'agitation thermique microscopique qui sont associés à la chaleur. Alors, chaleur ou transfert thermique. Donc, conduction, convection, rayonnement. La conduction, c'est simplement, ça se passe souvent dans les milieux solides ou dans les liquides, dans les fluides, quand on ne laisse pas suffisamment de place pour que ceux-ci se déplacent. Donc là, c'est simplement de l'agitation thermique microscopique qui se propage, on peut dire un peu de proche en proche, dans un matériau. La convection, on reprend la même chose, l'agitation thermique microscopique, mais qui va créer des différences de température. Et donc si le système est fluide, c'est-à-dire dispose d'une capacité à s'écouler, et dispose de suffisamment de place, on va pouvoir mettre en place des rouleaux dans lesquels le fluide à température plus élevée, donc moins dense, va remonter, et le fluide plus dense va redescendre dans le champ de pesanteur terrestre. Dernier cas, rayonnement. Donc là, c'est des transferts de photons d'un corps à un autre qui vont créer des variations d'agitation thermique. Donc l'absorption d'un photon
va pouvoir créer parfois une variation de l'énergie cinétique microscopique et donc créer une augmentation de l'agitation thermique microscopique des constituants d'un corps. Et donc là, simplement, le transfert par rayonnement, c'est un transfert qui se fait par l'intermédiaire de photons. C'est ce mode de transfert-là qui permet à l'énergie émise par le Soleil d'arriver jusqu'à la Terre. En effet, entre les deux, on a juste du vide. Or, le vide ne permet le transfert de chaleur ni par conduction, ni par convection. La conduction et la convection sont deux modes de transfert de chaleur qui nécessitent un milieu matériel. Alors, à partir de là, on a quelques petites hypothèses à identifier qui vont nous permettre très simplement de travailler sur les échanges de chaleur. Alors, première définition, si on a une transformation adiabatique, un système dont les parois sont dites calorifugées, ou athermane, on peut croiser tout ce vocabulaire-là, eh bien à ce moment-là, on peut dire instantanément que le transfert thermique avec l'extérieur est nul. C'est-à-dire que ce mode de transfert d'énergie n'existe pas, n'est pas présent pour la transformation que l'on est en train d'étudier. Donc, ça c'est le premier cas d'hypothèse que vous pouvez croiser en lien avec la chaleur Q ou le transfert thermique si vous préférez. Alors, autre cas spécifique, vous allez croiser très souvent des systèmes qui sont au contact avec un thermostat. Alors, contact avec un thermostat, qu'est-ce que ça signifie? Un thermostat, c'est un système susceptible d'échanger de l'énergie thermique sans que sa température varie. Donc souvent, c'est un système très grand. Par exemple, si on prend n'importe quel système au contact avec l'atmosphère, n'importe quel système de taille raisonnable, eh bien, en première approche, on peut considérer que la température de l'atmosphère ne varie pas au contact de ce système, bien que ce système lâche de l'énergie ou capte de l'énergie depuis l'atmosphère dans l'atmosphère. Donc à ce moment-là, eh bien, si on a un système au contact avec un thermostat, on sait qu'on va avoir une transformation qui va être, quoi qu'il arrive, monotherme. C'est-à-dire que la température extérieure du système sera une constante. Et donc à l'état final, on sait que le système aura adopté la température de l'extérieur si on laisse un temps suffisamment long s'écouler. Et on peut même, si on laisse les échanges thermiques se faire, c'est-à-dire si on a une transformation suffisamment lente, eh bien, on peut avoir un système qui, à tout instant, adapte sa température à la température de sa surface extérieure. Et donc, si l'extérieur est un thermostat, eh bien, le système va à tout instant adopter la température de l'extérieur, peu importe ce qui s'y passe. À ce moment-là, on va avoir une transformation isotherme. Alors là, si on réfléchit à des scénarios simples, vous pouvez imaginer du gaz dans un cylindre. D'accord? Si on appuie extrêmement brutalement sur le cylindre, sur le piston qui délimite le cylindre, on va comprimer le gaz fortement. Ce gaz va voir sa température augmenter dans un premier temps, le temps de la transformation mécanique, puis, sur un temps beaucoup plus long, on va avoir une stabilisation de la température qui va ramener la température du gaz contenu dans le cylindre à la température de l'atmosphère extérieure. Donc là, on aura une transformation qui sera uniquement monotherme. C'est-à-dire qu'on a créé une transformation trop brutale pour que les échanges thermiques aient le temps de se faire et pour que la température du système ait eu le temps de se stabiliser. Si on veut que la transformation soit isotherme, au lieu d'appuyer brutalement sur le piston, pour amener le gaz d'un certain volume à un autre, on peut appuyer très très doucement. Tellement doucement qu'à chaque instant, les échanges thermiques ont le temps de se faire, et donc qu'à chaque augmentation infinitésimale de pression et diminution infinitésimale de volume, la température du système s'adapte à la température extérieure. À ce moment-là, on va avoir une transformation isotherme. Et donc là, il faut bien faire attention de ne pas confondre isotherme avec adiabatique.
adiabatique, on interdit les échanges thermiques avec l'extérieur. Donc ça veut dire qu'a priori, on peut laisser la température évoluer librement. Et justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite après en remarque. Transformation adiabatique, on a deux possibilités. Soit les parois sont calorifugées, ou athermales, soit on a une transformation trop rapide pour que les échanges thermiques aient le temps de se mettre en place. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on va croiser très souvent. Un blocage, si on veut, des échanges thermiques entre un système et l'extérieur, si la transformation est trop rapide. Mince, j'ai oublié une lettre, je crois. Habilité. Donc vous voyez, au fait, une transformation adiabatique peut se passer de deux manières. Si la transformation doit être adiabatique et lente, il faut que le système soit bien isolé thermiquement de l'extérieur. Si la transformation est très très rapide, on va pouvoir considérer en première approche qu'elle est adiabatique. Donc là, par exemple, dans un moteur de voiture, vous allez avoir des cycles compression-détente sur un mélange air plus carburant. Et si les cycles compression-détente sont très rapides, vous allez avoir certaines phases de transformation sur lesquelles la température du système n'a pas le temps de s'égaliser avec la température de l'air ambiant. C'est relativement intuitif quand on y pense. Et donc ici, ça veut dire que localement, on va créer une élévation énorme de température, et c'est cette élévation énorme de température qui va créer derrière l'énergie qui va permettre de faire fonctionner le moteur finalement. Donc là, on a vu dans cette partie comment quantifier les échanges entre un système et l'extérieur. Donc là, maintenant, les briques commencent à se mettre en place. On a d'un côté une grandeur, l'énergie, donc qui va être mesurable soit à l'échelle macroscopique avec l'énergie mécanique, soit à l'échelle microscopique avec l'énergie interne, et on a vu comment calculer des variations d'énergie interne. Ici, on a vu comment calculer des travaux échangés, on a vu comment quantifier la chaleur échangée sous certaines hypothèses. Donc maintenant, si on arrive à relier la variation d'énergie d'un système aux échanges énergétiques entre un système et l'extérieur, eh bien, on va pouvoir traduire et mettre en place des expressions de la variation d'énergie d'un système au cours du temps, et éventuellement, à partir de là, retrouver des variations de température, des variations de pression, des variations de volume. Autrement dit, faire de la thermodynamique. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo, qui va parler du premier principe de la thermodynamique, qui sera un principe de conservation de l'énergie. Donc ici, l'idée, c'est simplement de dire que pour un système donné, l'énergie se conserve, c'est-à-dire que si le système perd de l'énergie, ça aura été soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur. Nous verrons tout ceci dans la prochaine vidéo. Donc, posez vos questions en commentaire, et je vous annonce la suite au prochain épisode.